Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 31e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de partager ma conversation avec Théo Noguer. Théo est vétérinaire et fondateur de l'association Solivet. Dans cette discussion, il nous raconte son parcours avec Junkie et Sam et comment il a réalisé le rêve commun à beaucoup d'enfants, celui de devenir vétérinaire. De sa formation à sa spécialisation en comportement canin, en passant par la création d'une association solidaire qui vient en aide aux personnes dans le besoin qui ont des animaux, Théo nous partage son histoire, sa vision de ce métier et ses conseils pour choisir son vétérinaire. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Tu vas bien ? Bien, et toi ? Ça va, merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche et ici. Merci. Du coup, on va commencer par les présentations. Qui es-tu, Théo ? Donc, je m'appelle Théo, j'ai 27 ans. Je suis vétérinaire en région lyonnaise, à Oullins précisément, dans un petit cabinet où on est 3 vétérinaires. Dans ce cabinet, du coup, je reçois des animaux de compagnie, chiens, chats, lapins, cochons d'Inde, nouveaux animaux de compagnie, etc. Et je réalise quelques consultations de comportement. Ok. Et à côté de ça, je suis chef d'entreprise. J'ai monté une association il y a maintenant 2 ans qui s'appelle Solivet, dont l'objectif est d'accompagner des structures sociales dans la prise en charge des publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc je travaille principalement sur des publics sans domicile fixe avec des chiens. Voilà, et je partage ma vie entre ces 2 activités professionnelles-là. Ok, mais c'est chouette, on va parler un peu plus longuement de tout ça. Tu as un chien, est-ce que tu peux nous le présenter ? Ouais, j'ai 2 chiens même en ce moment. Donc j'ai mon premier chien, s'appelle Junkie, c'est un labrador, il a un peu plus de 7 ans maintenant. C'est un ancien élève chien guide d'aveugle qui a été réformé, il n'a pas fini sa formation. Je l'ai depuis qu'il a 2 mois et voilà, il est super cool et puis je l'amène de partout avec moi, il me suit tout le temps. Donc voilà, c'est chouette. Et à côté de ça, j'ai Sam, un petit berger allemand qui fête ses 1 an aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Oh. Ouais, qui est un petit chien un peu compliqué que j'ai récupéré auprès d'une personne sans domicile fixe que je suivais. On a fait beaucoup de rééducation depuis un petit moment. Et puis en ce moment, ça va un peu mieux. Donc voilà, je cherche à le placer. Ok, mais donc le message est passé. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience avec les chiens. Est-ce que toi, tu as toujours eu des chiens depuis que tu es tout petit ou pas du tout ? Comment ça s'est fait pour toi ? J'ai jamais eu de chien en étant petit. J'ai grandi entouré de pas mal d'animaux à la campagne. Donc on avait des chats, des oies, des canards, des lapins, des poules, etc. Que des animaux de compagnie qu'on ne mangeait pas. C'est un peu le fait d'être entouré d'animaux qui m'a donné envie d'être vétérinaire, mais pas spécialement les chiens. Les seules expériences que j'avais avec des chiens, c'était ma grand-mère qui avait des chiens qui n'étaient pas toujours très très sympas. Elle a notamment eu 2 teckels, dont un qui était clairement un peu mordeur. Donc voilà, pas des super expériences en étant petit avec les chiens, mais des très bonnes expériences avec les autres animaux. Et c'est un peu ça qui m'a convaincu à faire ce métier-là. Ouais. Et puis en fait, la passion des chiens est venue après, quand j'ai eu Junkie, qui était mon premier chien du coup, que j'ai eu en 2014, alors qu'il avait tout juste 2 mois. En élève chien guide, du coup, c'est ça, t'étais famille d'accueil ? C'est ça, en élève chien guide, je m'étais dit, en fait, c'est une chouette opportunité parce que du coup, ça me permettra d'avoir l'expérience de ce que c'est que de faire grandir un chien et d'élever un chien. Pour être vétérinaire, je trouve que c'est quand même pas mal de savoir un petit peu de quoi on parle. Ça me permettait aussi d'avoir une date en me disant, voilà, je l'aide pour 2 ans à peu près, et dans 2 ans, je le rends à son école, et si jamais je décide de partir faire le tour du monde ou autre, parce que du coup, j'étais encore étudiant à l'époque, je savais pas trop ce que ma vie allait donner à ce moment-là, ça me permettait aussi de me dire, voilà, pas trop de contraintes non plus, si ça se passe mal avec les chiens, comme c'était ma première expérience, je sais qu'il y a une date de fin. Et puis finalement, les choses en ont décidé autrement. Junkie a été réformé, on m'a proposé de le garder, ça se passait super bien, et donc j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit bien sûr que je le garde, il est trop cool ce chien. Et je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur Junkie, qui était quand même un chien hyper sympa, hyper calme, et qui m'a pardonné beaucoup de petites erreurs éducatives, on va dire. Donc
voilà, c'était chouette avant de m'attaquer à Sam, qui est clairement un plus gros chantier niveau éducation. Mais si je peux dire ça comme ça. Tu t'es fait accompagner pour l'éducation, que ce soit de Junkie ou de Sam? Alors, Junkie, un petit peu, du coup, il était élève chien guide. Ouais, donc tu avais quand même en support ouais. L'association. Exactement, donc j'avais l'école de chien guide en support qui me disait un petit peu ce qu'il fallait qu'il apprenne, etc., comment. Et puis après, j'étais aussi, du coup, j'étais étudiant, j'étais en résidence étudiante au sein de l'école vétérinaire à l'époque. Donc tout le monde avait des chiens, donc on s'aidait beaucoup. J'allais à une école du chiot avec Junkie. Je travaillais beaucoup avec lui, je passais beaucoup de temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un vrai petit chien de cirque qui connaît plein de tours aussi. Voilà, ça s'est finalement assez bien passé comme ça. Et pour Sam, du coup, je me suis pas particulièrement fait accompagner sur l'éducation. Je me dis que je devrais peut-être à des moments, mais en soi, j'ai aussi ma formation de comportement entre-temps. Donc, voilà, je suis un peu plus calé maintenant, donc je me sentais un peu plus légitime de m'attaquer à ça. Ouais, ok. Je voulais revenir un peu sur ton métier de vétérinaire. Je pense que parmi tous les invités là que j'ai eus sur la niche, il y en a quand même une bonne paire qui ont pu dire avant l'épisode, quand j'étais petit ou quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Toi, tu as réalisé le rêve de plein de gens. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir vétérinaire? Comment tu es devenu vétérinaire? Comment ça s'est passé pour toi? À quel moment on se dit, on passe de quand je suis petit, j'ai envie d'être vétérinaire quand je serai grand, et je deviens vraiment vétérinaire? En fait, on n'y passe pas trop. Hein. C'est-à-dire que finalement, j'étais petit, je me disais comme tout le monde, je vais être vétérinaire. Et puis en fait, j'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire qui m'a permis de réussir ça. Donc j'ai toujours regardé mon rêve d'enfant, entre guillemets. Et puis voilà. La petite anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire rural. Et donc m'occuper plutôt des vaches, moutons, des chèvres, etc. Et je suis vraiment rentré à l'école vétérinaire dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'en première année d'école vétérinaire, si on me demandait, j'aurais répondu non, chien et chat, j'ai peur de m'ennuyer, on voit que des chiens et que des chats toute la journée, il n'y a pas grand-chose, pas de diversité d'espèces, etc. Donc je voulais vraiment pas faire ça. Et puis du coup, première année de vétérinaire, je pense aussi qu'on découvre un petit peu le monde professionnel. Je suis allé en stage 15 jours dans un élevage laitier. Je suis revenu, j'ai dit plus jamais je m'approche d'une vache. C'est fini, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout le monde de l'élevage. J'aime pas du tout. Et encore, j'ai eu de la chance de tomber dans un super élevage très respectueux des animaux, etc. Là, n'était pas la question. Mais c'était vraiment le côté médecine qui me plaisait pas. Sur cette médecine, finalement, de population, de troupeau, où quand une vache est malade, si ça coûte trop d'argent de la soigner, on préférera l'envoyer à l'abattoir que de la soigner, etc. Et donc, cette notion économique-là m'avait vraiment gêné à l'époque, tout le fait que je me sois réorienté vers les chiens et chats. Et puis, d'ailleurs, je pense que ça a continué à me questionner, cette notion économique, parce qu'après, je me suis orienté spécialement vers les chiens de SDF. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est intéressant comme cheminement, parce qu'effectivement, c'est vrai que je pense que on s'attend pas trop non plus à tomber là-dessus quand on rentre, en tout cas quand on est jeune étudiant. Enfin, voilà. J'ai fait du droit, donc c'est pareil, tu vois tout. Tu vois pas que des jolies choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de se confronter à ça, à un monde qui peut être complètement loin des valeurs que toi, de ce que toi tu veux en tant que vétérinaire. Mais en même temps, c'est fondamental d'y passer. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est passionnant aussi. Ouais. Puis en fait, on a de la chance quand même en France d'avoir un monde de l'élevage qui est pas si pire par rapport à beaucoup d'autres pays. J'ai beaucoup d'amis qui sont vétérinaires ruraux et qui s'éclatent dans ce qu'ils font parce qu'ils travaillent dans des super clientèles avec des super éleveurs, etc. Donc je pense vraiment que ça peut plaire à certains. Pas pour moi, mais pour d'autres. Ouais. Ok. On reviendra un peu juste après sur Solivette. Je voulais revenir un peu sur ton parcours de formation. Du coup, techniquement, comment on devient vétérinaire ? En faisant de longues études. Non, moi j'ai suivi la voie assez classique de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'après j'ai fait un bac S, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire en biologie, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, BCPST. Donc j'ai fait ça à Lyon et après concours pour rentrer à l'école vétérinaire. Concours assez sélectif et puis ensuite on enchaîne sur 5 ans d'école vétérinaire où on a le choix entre 4 écoles, Lyon, Paris, Nantes ou Toulouse. Moi j'avais choisi Lyon à la fois pour la proximité géographique, j'ai grandi dans le Nord-Isère à une demi-heure de Lyon,
J'ai fait ma classe préparatoire à Lyon, j'ai fait mon école vétérinaire à Lyon, j'ai pas beaucoup bougé. Et puis, chaque école a un petit peu sa spécialité. Donc, Lyon sont très forts, par exemple, en médecine d'urgence et en équine. Donc, en médecine des chevaux, c'est vraiment une très très bonne école là-dessus. Là où Toulouse sera un petit peu plus calé, par exemple, sur de la médecine rurale ou des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Donc, chaque école a un petit peu sa spécialité, mais à la limite, quand on est en début de cursus, c'est pas trop important. Et puis, c'est en arrivant vers la fin de nos 5 ans qu'on choisit un peu plus de se spécialiser, même si c'est sur 1 an, donc on se spécialise pas beaucoup. Et on a la possibilité de bouger pour notre dernière année entre les différentes écoles. D'accord. Donc, notre choix en entrant à une école vétérinaire n'est pas si important que ça. Mais voilà, du coup, j'ai suivi la voie assez classique. Après, il y a d'autres voies pour rentrer à Veto, que ce soit après une licence de bio, après un BTS. Il y a une voie qui vient de s'ouvrir. Donc, cette année, c'est la première année où directement en post-bac, avec 1 an de classe préparatoire intégrée. D'accord. Donc voilà, il y a plein de portes d'entrée. Après, il y a peu de place. C'est une profession avec un numerus clausus qui est assez faible, qui est de l'ordre de 500 personnes par an en France. Donc, divisé entre les 4 écoles, ça fait pas énormément de place. Mais voilà. Ok, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, je connaissais pas le chiffre, le fameux chiffre de combien de vétérinaires on accueille par an, à peu près, enfin, en tout cas en école. Ben, pas assez à mon goût, parce que du coup, la profession veto, aujourd'hui, elle se retrouve avec des grosses difficultés de recrutement. Ouais. On est un peu comme les médecins, il y a des énormes déserts médicaux, déserts vétérinaires. Du coup, on a de la chance sur les grandes villes, que ce soit Lyon ou Paris, d'être à peu près bien fournis en veto. Mais après, dès qu'on va dans les campagnes, ne serait-ce que dans l'Ain ou en Saône-et-Loire, qui est pas très très loin de Lyon pourtant, quasiment tous les cabinets vétérinaires cherchent à recruter des jeunes veto parce qu'il n'y a plus personne qui bosse, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme 50% des étudiants qui sortent de l'école qui ne s'inscrivent pas au tableau de l'ordre et n'exerceront jamais le métier de veto parce qu'ils se réorientent vers d'autres choses, vers de l'industrie, vers des labos, etc. Ou parce qu'ils sont complètement dégoûtés de ce métier et qu'ils partent faire carrément autre chose. Ok, ouais. C'est intéressant. Ouais. Parce que j'avais pas cette notion là, tu vois, entre le rêve d'enfant et la réalité, il peut effectivement y avoir un petit gap. Ouais, un gros des fois, et je pense que c'est d'ailleurs un des gros soucis de notre profession, c'est qu'on n'est pas préparé à... c'est un métier qu'on rêve depuis qu'on est enfant et on s'imagine tous qu'on va aller sauver des chiens et des chats toute la journée et plein d'animaux et que ça va être trop cool et qu'on va faire plein de chirurgie. Et en fait, la réalité, elle est quand même bien différente. On est en contact avec des clients, donc c'est pas toujours très simple, d'autant plus que on n'a pas une super réputation, je pense, auprès des clients. On a tous les jours, je pense, des réflexions comme quoi on est trop cher, comme quoi... voilà, et parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte du prix du médical parce que en humaine, c'est remboursé. Donc, on ne se rend pas compte qu'une journée d'hospitalisation à l'hôpital, ça coûte plus de 1 000 € pour un humain et qu'en veto, on fait payer ça. Nous, pour un chat, par exemple, on fait payer 80 € la journée d'hospitalisation et ce qui n'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose par rapport à l'humaine, mais par contre, c'est vrai que ça représente vite un gros budget. Ouais. Et donc, on a beaucoup de critiques là-dessus. On a beaucoup de critiques sur... je pense qu'on se prépare pas assez aussi au côté qu'on va beaucoup tuer d'animaux, beaucoup euthanasier d'animaux, et ça, c'est pas toujours très simple. Quand on est vétérinaire rural, on est quand même confronté à la misère des agriculteurs en France aujourd'hui, où c'est quand même assez catastrophique. Voilà, et aujourd'hui, on a une profession avec un taux de suicide 4 fois supérieur à la moyenne. Donc, c'est quand même... je pense qu'il y a un gros gap entre la réalité et ce qui était imaginé pour beaucoup, quoi. Ouais. Bon, je pense que quand même, il y a des trucs sympas dans ce métier-là. Bien sûr, bien sûr. Sinon, tu ne le ferais pas et tu ne serais pas là. Je voulais revenir un peu sur ta philosophie. Toi, ta vision de ce métier-là, pour toi, c'est quoi être vétérinaire aujourd'hui ? Et pourquoi c'est important pour toi ? Non, c'est quand même un chouette métier. Moi, j'adore ce contact justement avec les propriétaires d'animaux. On est vraiment là en soutien pour eux et puis pour essayer de répondre au maximum de leurs questions sur leurs animaux et puis essayer toujours de trouver des solutions pour que l'animal aille bien, pour que l'animal ne souffre pas, etc. Donc ça, c'est quand même la chouette partie, d'autant plus que quand on y arrive, les gens sont contents. Donc c'est chouette. Je pense qu'on est une profession quand même avec un gros côté humain qu'il faut pas oublier.
Il y a une association qui disait la laisse, elle a deux côtés. Et finalement, c'est vraiment ça. On soigne aussi bien le chien que la personne qui tient la laisse de l'autre côté. Ou la longe. Si on parle de comportement, c'est mieux. Pour moi, il y a quand même besoin aujourd'hui de beaucoup de soutien, que ce soit pour les animaux de compagnie ou les animaux sauvages ou les animaux de production. Il y a quand même besoin qu'on soit là à veiller à leur bien-être, etc. C'est quelque chose qui émerge tout juste, la prise en compte du bien-être animal. D'ailleurs, on voit sur les animaux de compagnie, c'est encore compliqué. On a plein de choses qui se mettent en place sur les animaux de rente, mais aujourd'hui, on cherche une définition du bien-être animal. Sur les animaux de compagnie, on nous renvoie au principe des 5 libertés qui a été développé pour les vaches en élevage, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau et je pense que c'est important qu'on ait des professionnels qui soient là pour veiller à ça et aider au maximum. Ouais, c'est clair. Puis je pense que effectivement, le métier de vétérinaire est peut-être celui qui est en première ligne et le premier observateur de ce bien-être-là. Alors, effectivement, à tous les plans. Et donc, dans l'éducation, on vise à tout ça, mais c'est spécifique aux chiens et ça ne comprend pas encore tous les animaux. Et on a du mal à œuvrer dans ce sens-là de manière générale. Donc, je pense que vraiment, les vétérinaires sont peut-être ceux qui sont finalement en première ligne par rapport à tout ça. Et donc, ça occupe une place importante. Pour en revenir à ta formation, est-ce que dans le parcours pour devenir vétérinaire, on est formé à ces notions de bien-être animal ? Comment la question est abordée ? Ouais, la notion de bien-être animal, elle est beaucoup abordée. Après, elle est beaucoup abordée sous le côté élevage. C'est d'ailleurs un enseignant qui nous fait aussi des cours de médecine rurale, qui nous fait les cours de bien-être animal. Donc c'est très orienté là-dessus. On parle assez peu du bien-être des chiens et des chats. On parle un petit peu de comportement. On a des cours dédiés au comportement, que ce soit animaux de production, animaux de rente ou bien animaux de compagnie. Donc on a un petit peu des cours sur le chien et le chat. Ça tient une place qui est quand même pas hyper importante à mon goût, pas assez importante en tout cas à mon goût dans le cursus. On survole beaucoup de notions et après c'est normal aussi parce qu'on ne peut pas être spécialisé en tout. Encore une fois, je fais le parallèle avec la médecine humaine, mais en médecine humaine, on a un pédiatre, on va avoir un docteur un gastro-entérologue, un neurologue, etc. Quand on est vétérinaire, on est tout ça en même temps. Ouais. Donc du coup, forcément, on a sur des études qui sont à peu près aussi longues ou un tout petit peu moins longues, on n'a pas le temps de plonger autant dans le détail pour tous les animaux, surtout qu'on travaille sur plusieurs espèces différentes. Donc, c'est pas assez abordé à mon goût, mais bon, en même temps, après, il y a des ressources pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus le sujet. Ça a été mon cas. Je suis parti faire une formation avec le docteur Nathalie Simon en comportement du chien, et ça permet de rentrer un peu plus dans le détail. Mais c'est vrai qu'après, du coup, je trouve que la notion de bien-être animal et de comportement et autres, pour des vétérinaires qui vont en rester à ce niveau-là d'information, finalement, il y a beaucoup... on reste encore sur beaucoup de généralités et de choses qui sont pas toujours au goût du jour, surtout. Ouais. Ouais. Oui, je pense que, alors moi en tant que futur jeune éduc, je pense que c'est effectivement un argument qu'on entend beaucoup, que les vétérinaires sont pas forcément assez formés en comportement ou en tout cas n'ont pas des connaissances très actualisées. Mais ce qui me fait enchaîner sur une autre question que je voulais te poser, c'était dans quelle mesure... parce qu'ayant fait de longues études, je sais aussi que c'est difficile de continuer de se former après. Dans quelle mesure les vétérinaires continuent d'actualiser leurs connaissances, continuent de se former, continuent d'apprendre et de sortir du cabinet et d'aller voir autre chose? Ouais, alors tous les vétérinaires continuent à se former après. C'est une obligation de notre profession de continuer à se former après. Après, tous ne se formeront pas en comportement. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'y passeront pas. Après, souvent, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de cabinets, de cliniques qui regroupent plusieurs vétérinaires. C'est vrai que le petit cabinet de un vétérinaire, on le voit quasiment plus, même dans les petits villages, ça a tendance à se regrouper parce que le matériel est de plus en plus cher, parce qu'on a besoin de plus en plus d'équipements pour faire tous les soins qu'on veut. Et donc, du coup, c'est plus intéressant de monter des cabinets à 3, 4, 5 vétérinaires maintenant que de monter son cabinet seul.
ça a aussi pour effet que les vétérinaires ont tendance à pouvoir se spécialiser un petit peu plus dans différents domaines au sein d'un cabinet, avec un vétérinaire qui va prendre plutôt la dermatologie, l'autre qui va prendre plutôt les consultations de neurologie, l'autre qui va prendre plutôt le comportement. Et donc souvent dans les cabinets, il y a un vétérinaire qui va creuser cette question du comportement ou qui va être un peu plus à l'aise, qui va éventuellement faire les évaluations comportementales, les diagnostics de race, etc., les évaluations chien-mordeur, tout ça. Ouais. Et puis, voilà, donc ça se fait quand même. Et puis, on reste, mine de rien, on reste avec une formation. Tous les vétérinaires commencent leur carrière avec 7 ans de formation, ce qui est quand même beaucoup plus que beaucoup de professionnels du Bien monde sûr. animalier. Donc, on reste quand même des très bons interlocuteurs sur ces questions-là, même si après, avec mon œil d'expert, je critique des fois en disant c'est pas assez, c'est pas toujours au goût du jour, mais pour l'éducation de 95% des chiens, c'est largement, ça peut être largement suffisant. Ok. Du coup, tu nous as dit que tu avais approfondi un peu tes connaissances sur le comportement canin, principalement, c'est ça? Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette formation que tu as faite? Pourquoi tu as eu envie de te former là-dessus spécifiquement? Raconte-nous. En fait, je me suis déjà beaucoup renseigné sur l'éthologie et c'était un domaine qui m'intéressait pas mal. Donc, je me suis pas mal documenté de mon côté, pas mal renseigné. J'ai commencé à consommer pas mal de contenu sur l'éthologie. Et puis, du coup, j'avais envie de formaliser un petit peu ça en suivant une formation derrière. J'ai eu un peu de mal à trouver au sein du monde vétérinaire une formation qui soit en accord avec ce que je pense du comportement. J'ai finalement trouvé chez Nathalie Simon, donc, qui est une vétérinaire comportementaliste, si on peut dire, qui exerce à Nantes, qui a développé une méthode qui s'appelle la conduite accompagnée du chien, qui est une méthode basée sur l'éthologie et en laissant une grande place à l'environnement en fait, de l'animal. Donc elle appelle cette méthode-là une méthode écologique, qui est globalement de l'éthologie avec une grande place de l'environnement. C'était super chouette. Comme formation, ça m'a beaucoup apporté de choses et depuis, je réalise des consultations de comportement au sein de ma clinique, que ce soit donc surtout sur des chiots en éducation et un petit peu sur des chiens en rééducation. Après, je suis encore jeune, entre guillemets, dans le milieu du comportement, donc les chiens très compliqués qui ont déjà vu 3 vétérinaires pour des soucis de comportement, j'en ai déjà eu et généralement, je les réfère vers des gens qui sont un peu plus spécialistes que moi parce que pour le coup, je peux pas non plus tout gérer et je connais un petit peu mes limites en comportement et C'est cool. ça en est clairement une. Voilà, mais en tout cas sur des premiers soucis de comportement et sur de l'éducation classique, en tout cas, je gère pas mal de cas. Ça m'a été hyper utile à la fois pour mon cabinet et pour Solivette dont on parlera juste après. Et depuis, je donne des cours aussi à une école d'assistants vétérinaires à Lyon qui s'appelle l'Institut Bonaparte. D'accord. Voilà, je donne des cours d'éthologie et de médecine du comportement. Ok, mais c'est trop cool, parfait. Ouais. Est-ce que tu travailles avec des éducateurs aussi pour t'accompagner? Parce que j'imagine que c'est aussi difficile d'accompagner véritablement sur le comportement. Enfin, on est vite limité, je pense, sur des grosses problématiques de rééducation. Ouais, je bosse pas mal avec des éducateurs parce que déjà, moi, je fais pas de consultation à domicile. Donc, du coup, quand les problèmes ont lieu au domicile, souvent, on peut en parler en consultation. On peut aller voir ce que ça donne en allant se promener dans la rue, voir dans la salle de consultation en amenant un autre chien, etc. Donc, on arrive à reproduire pas mal de situations. Mais il y a toute une partie du suivi que je gère moins. Et donc, souvent, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble entre un vétérinaire, un éducateur, où nous, on fait des recommandations. Puis l'éducateur est là pour aider, accompagner au quotidien, plutôt sur la mise en place de tout ça. Donc, je bosse en éducateur canin sur Lyon. Je bosse pas mal avec Colline Namer de La Patte Tendue. Et puis, avec d'autres éducateurs d'ailleurs aussi. Mais c'est vrai qu'avec Colline, on travaille beaucoup à la fois sur ma clientèle du cabinet et enfin de la clinique et aussi sur les chiens de SDF que je peux suivre. Donc, c'est chouette. D'accord. Donc ça m'arrive assez souvent, mine de rien, de référer à un éducateur ou en tout cas de conseiller un éducateur en disant ça, c'est des soucis que vous allez plutôt gérer au quotidien, des petites choses que vous allez surtout gérer au quotidien. Et donc allez voir un éducateur, vous y gagnerez quand même plus qu'en étant suivi chez nous au cabinet. Ok. Oui, je pense que c'est complémentaire et c'est important aussi de savoir
sans envoyer la balle, d'ailleurs, dans les deux sens. Hein, donc, c'est important. Avant qu'on passe à Solivette, je voulais revenir à la différence, ou pas, qui existe entre un vétérinaire et un vétérinaire comportementaliste. On en parlait un peu avant de commencer cette interview et je me suis dit que la question quand même méritait d'être posée. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh ben, c'est la même chose que pour le comportementaliste animalier, on va dire. C'est un titre qui n'existe pas vraiment, en tout cas qui n'a pas de signification derrière en termes de diplôme, en termes de formation, en termes de compétences. N'importe quel vétérinaire aujourd'hui peut se revendiquer vétérinaire comportementaliste s'il le souhaite. Le seul titre qui existe officiellement, c'est le titre de spécialiste européen en comportement. Et donc ça, c'est des spécialisations très longues, ça dure 5 ans, en plus des 7 ans d'école classique. Pour être spécialisé en comportement, il y en a très très peu. En France, il y en a moins d'une dizaine de spécialistes européens. Et c'est beaucoup sur des approches zoopsychiatriques, donc un peu moins éthologiques, un peu plus sur des troubles du comportement, de l'hyperactivité, etc. Enfin, sur des grands syndromes de comportement. C'est des approches que j'aime un peu moins, mais qui ont aussi des choses intéressantes dans lesquelles il faut piocher. Mais du coup, c'est vrai que le vétérinaire comportementaliste, ça n'a pas de vraie signification. Ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut tout et rien dire. Voilà, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec ma formation de comportement, je pourrais marquer sur ma plaque vétérinaire comportementaliste si j'ai envie. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas parce que je trouve que ça n'a pas vraiment de sens et c'est un peu du marketing, quoi. Mais, Ok. Voilà. Ok, merci pour cette précision parce que c'était pas clair en tout cas. Ouais. Tu vois. Et dernier point que je voulais aborder avec toi sur ton métier de vétérinaire, c'est tout ce qui relève de l'usage de médicaments liés au comportement ou aux troubles du comportement qu'on peut observer. On a déjà pu en parler dans différents épisodes que des fois une aide médicamenteuse ou une aide chimique avait pu être nécessaire pour accompagner une rééducation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre sous médicament un chien pour cette raison-là ? Comment tu le vois ? Ouais, c'est des choses que je pratique, évidemment. Effectivement, je vois ça comme une aide et pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que le médicament ne règle jamais des soucis. Il est là pour aider le propriétaire à mieux supporter le temps de l'éducation, etc., à aider le chien à être mieux le temps de sa rééducation. Mais c'est pas le médicament qui va régler un problème. Moi, j'essaye d'en utiliser le moins possible. Aujourd'hui, dans le monde vétérinaire, on a un peu deux courants qui s'opposent, avec des vétérinaires plutôt sur une approche éthologique du comportement et des vétérinaires plutôt sur une approche psychiatrique, on va dire, du comportement. Pour caricaturer un petit peu, même si c'est évidemment pas tout blanc ou tout noir, les vétérinaires éthologues vont être beaucoup sur la correction du milieu, etc. Et dire que, il n'y a pas de chiens qui naissent avec des troubles, et c'est beaucoup des problématiques d'apprentissage ou bien de génétique ou bien liées à l'humain et puis liées aux conditions qu'on impose à nos chiens de compagnie qui créent des problèmes de comportement, là où les approches psychiatriques vont dire finalement il y a des chiens qui naissent avec des syndromes bipolaires, il y a des chiens qui naissent avec des syndromes d'hyperactivité, il y a des chiens qui naissent avec des syndromes d'hyperattachement, etc. et qui classent un petit peu ces chiens selon des grands syndromes comme ça. C'est une approche que j'aime un peu moins parce que ça a tendance à déresponsabiliser beaucoup les propriétaires. Typiquement, j'ai déjà vu des chiens, des border collies en appartement à Lyon qui étaient classés dans la catégorie des chiens hyperactifs, hypersensibles, hyperactifs, et donc qui détruisaient tout dans l'appartement parce que c'était des chiens hyperactifs. Les fameux HSHA. Voilà, exactement, mais sans remettre en question finalement le fait qu'on impose à un border collie de vivre en appartement alors que c'est des chiens qui d'habitude courent 10 heures par jour derrière des moutons dans la montagne, quoi. Donc voilà, il y a un peu ces deux courants-là, et c'est vrai que le courant des zoopsychiatres a tendance à aller un peu plus vite vers de la médicalisation que les éthologues. Je sais que des vétérinaires zoopsy, s'ils m'écoutent, pourront critiquer ce que je dis. C'est une grosse caricature, simplement pour me faire comprendre, mais c'est évidemment un petit peu plus subtil que ça. Après, je dis pas que j'ai jamais utilisé de la médicalisation, au contraire. J'ai déjà Sam, mon deuxième chien, il a passé plus de 4 mois sous Prozac, sous fluoxétine, parce qu'il était hyper anxieux et que globalement, sans médicaments, il
il pouvait pas vivre. En tout cas, c'était pas un plaisir pour lui de vivre. Voilà, quand je l'ai eu, les premières promenades qu'il faisait, il était tremblant toute la promenade, même si on croisait personne, même si on faisait toujours le même chemin de promenade, il était pas bien toute la promenade, et puis il faisait pas ses besoins tellement il était stressé, etc. Et dès qu'on rentrait chez moi, dans le hall d'entrée, là, il se déchargeait, il faisait pipi, il faisait caca dès le hall d'entrée, parce que il était enfin soulagé d'être rentré à la maison et d'avoir fini ce calvaire qui était la promenade. Donc là, dans ces cas-là, évidemment, un anxiolytique, ça aide beaucoup pour après travailler de l'habituation, de la désensibilisation et refaire de la promenade un moment positif de la journée de Sam. Voilà, on me demande de plus en plus des traitements CBD en ce moment. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en ai très peu utilisé. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un effet de mode, hein. C'est-à-dire que ça s'est développé chez l'humain et donc d'un coup ça apparaît, un laboratoire le sort dans le monde vétérinaire et donc tout le monde en parle, tout le monde en veut pour son chien. Moi, je suis scientifique, donc je demande encore à être qu'on me prouve l'efficacité et l'intérêt par des études, parce que je suis sûr que ça peut aider. Maintenant, j'ai du mal à voir les applications, moi concrètement en clinique, sur quel cas je peux en mettre ou pas. Donc du coup, j'ai tendance à assez peu en utiliser. Voilà. Et puis je trouve que c'est très cher en veto pour ce que c'est, et que finalement, avec d'autres traitements, ça va, qui sont beaucoup moins chers, ça va tout aussi bien. Pour faire un petit comparatif, du coup, le CBD aujourd'hui, les flacons qui sont vendus, c'est autour de 70 € dans le monde vétérinaire. Un flacon de CBD, si on prend de la fluoxétine, qui est une des molécules les plus utilisées, on est à 5 €. La boîte de 30 comprimés qui fait quasiment un mois sur des chiens de taille normale. Donc voilà, je me demande si c'est pas un petit peu un effet de mode dont ont profité certains laboratoires pour se faire un petit peu d'argent. Mais voilà, après, je suis sûr que c'est pas les mêmes utilités. Et puis, ça rassure beaucoup les gens aussi de se dire que c'est des plantes et pas des produits chimiques. Mais après, là-dessus, il y a aussi de la phyto qui existe. Nous, on en utilise beaucoup au cabinet de traitement phyto, notamment pour le comportement. Et ça marche bien, sans qu'on ait besoin que ce soit du CBD dedans. Ouais. Donc voilà, je ne suis pas anti-CBD, je ne suis pas pour le CBD, je demande juste pour l'instant à être convaincu. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a des cas sur lesquels ça a marché. Le fait que les propriétaires d'animaux sont aussi réticents à mettre sous médicaments leurs animaux, alors à contrario, c'est pas franchement un problème du côté de la médecine humaine, et pourtant ça pose beaucoup de problèmes au niveau vétérinaire. Mais c'est vrai que c'est intéressant toutes ces questions, et on voit que c'est aussi très mouvant comme question, et que le truc n'est pas réglé. Donc je trouve que c'est chouette de rester vachement ouvert comme tu le fais sur ces questions-là. Ouais, et en plus, je trouve que c'est pas toujours top, parce que j'ai beaucoup de propriétaires où je me dis là, ce chien-là, il devrait être sous traitement. Enfin, beaucoup, non, j'en ai quelques-uns qui arrivent et où je me dis directement, le chien, il doit être sous traitement, parce que là, les propriétaires sont en train de vivre un enfer avec ce chien. Ils vont craquer, ça va finir en abandon de chien parce qu'ils ne supporteront pas. Puis on en revient à la question du bien-être animal, du bien-être humain. C'est ça. Et en fait, les propriétaires souvent sont hyper réticents quand on leur dit voilà, je vais vous prescrire un traitement pour le comportement, c'est un anxiolytique. Non, surtout pas. Voilà. Et donc on passe sur de la phyto qui est quand même moins fort. Donc on passe pendant un mois où ça va à peu près mieux, mais en même temps c'est pas génial, etc. Puis les propriétaires convaincus de l'intérêt passent enfin sous traitement. Et je me dis finalement, il y a beaucoup de propriétaires aussi, si vous acceptez d'écouter leur vétérinaire aussi sur des questions de comportement, ils seraient sous traitement 15 jours le chien, ou un mois, voilà, directement, et puis après on n'en parlerait plus, il aurait plus de traitement, ça serait réglé, et puis voilà. Et en fait, en passant aussi par des étapes avec des médicaments un peu moins forts, on perd quand même un peu de temps dans les traitements, et donc souvent les animaux sont traités plus longtemps, ce qui n'est pas forcément voilà, c'est vrai qu'à peser le pour et le contre, je sais pas ce qui est le mieux entre traiter plus longtemps avec une molécule un peu moins forte que de traiter un petit coup avec une molécule un peu plus forte, et puis on n'en parle plus. Voilà. Mais pour revenir sur cette question du CBD, aujourd'hui, si j'ai pas les clients qui viennent en me demandant je veux spécifiquement du CBD sur mon chien, je sais que j'en mettrai pas, parce que pour l'instant j'ai jamais manqué d'un produit. Voilà, donc j'ai d'autres alternatives, que ce soit en phyto, que ce soit en traitement un peu plus chimique, pour régler ces problèmes de comportement. Lorsqu'il y a besoin de médicalisation, encore une fois, ça reste assez rare. 90% des cas sont réglés, 95% des cas sont réglés sans traitement, simplement en corrigeant l'environnement, en corrigeant le budget temps du chien, etc. Ok. On va passer à Solivette. Ouais.
Est-ce que tu peux nous présenter cette association que tu as fondée? C'est quoi son histoire et qu'est-ce que c'est? Ouais, alors Solivette est parti du constat qu'en France, il y avait près de 300 000 personnes sans domicile fixe, que c'était un nombre qui était en perpétuelle augmentation, puisqu'il a plus que doublé en seulement 8 ans en France, et qu'un grand nombre de personnes, lorsqu'elles étaient en rupture sociale, en rupture familiale, et qu'elles se retrouvaient isolées dans la rue, choisissaient de s'entourer d'un animal de compagnie, parce que ça leur apporte énormément et qu'elles apportent énormément à l'animal aussi. C'est un réconfort émotionnel, ça tient chaud, ça protège, ça rassure, ça permet de recréer du lien, que ce soit social ou des fois familial, on pourra en reparler aussi. Mais voilà, l'animal apporte énormément de choses aux personnes à la rue. Et d'un autre côté, devient aussi un petit peu cette encre, ce poids qui les ancre à la rue, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de structures sociales derrière, que ce soit des accueils de jour, des centres d'hébergement, des bailleurs sociaux, qui acceptent de les recevoir accompagnés de leurs animaux. Donc l'animal leur apporte énormément à la rue, mais en même temps les empêche de rentrer dans les parcours de réinsertion. Et c'est un peu sur ce constat-là qu'on est parti. On s'est dit comment nous, professionnels du monde animalier, on peut les aider, les accompagner pour faire en sorte que cet animal soit plus uniquement vu comme un frein à la réinsertion, mais vraiment qu'il devienne un atout du vivre ensemble, un atout de la réinsertion sociale. Et donc on a monté Solivette, qui est une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, dont l'objectif est d'accompagner des structures sociales, donc que ce soit accueil de jour, bailleurs sociaux, centres d'hébergement, etc., dans la prise en charge des publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc on parle volontairement de publics précaires parce qu'on travaille beaucoup avec des publics sans domicile fixe, c'est 90% de notre activité, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont simplement isolées, qui sont fragilisées, qui ont des problèmes psy, etc., avec lesquelles on travaille aussi. Et donc, l'objectif, c'est de lever un petit peu ces barrières sur les structures pour qu'elles deviennent un petit peu plus pet-friendly, qu'elles acceptent déjà de recevoir les propriétaires d'animaux accompagnés de leurs animaux, et puis qu'elles sachent comment faire de cet animal, non pas seulement quelque chose qu'elles tolèrent dans la structure, mais vraiment un atout de la structure, un médiateur du travail social. Ok. Voilà. Donc, plus concrètement, ce qu'on y fait aujourd'hui, donc on travaille principalement autour de 3 grands axes. On est organisme de formation professionnelle et on fait de la formation de tout ce qui va être travailleurs sociaux, EduxP, qui sont dans ces structures-là. On les forme à savoir et à pouvoir accueillir le binôme homme-animal. On va parler approche du chien en structure, communication, comportement. On parle beaucoup des signaux d'apaisement aussi pour pas que les personnes se mettent en danger. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent et qu'elles sachent recevoir les personnes accompagnées de leurs animaux sans se mettre en danger elles, sans mettre en danger l'animal et sans mettre en danger le propriétaire. Une fois que ça c'est fait et que les structures se disent chouette, on a un peu moins peur, on accepte de recevoir les propriétaires avec leurs animaux, on met en place tout le suivi vétérinaire des animaux qui rentrent dans ces structures-là. C'est un petit peu notre contrepartie pour ces structures-là en leur disant vous acceptez de jouer le jeu. Nous, on s'assure que l'animal ne va pas causer de problèmes sanitaires dans la structure, qu'il ne va pas ramener plein de plus, qu'il ne va pas créer une épidémie de parvo dans la structure, qu'il soit correctement vacciné, identifié, etc. Que l'animal ne crée pas de nuisance. Et puis, enfin, on accompagne le comportement, donc on y revient, du chien lors du retour en hébergement, lors du retour en logement, parce qu'on se rend compte que souvent, ce sont des animaux qui sont nés, qui ont grandi dans la rue, qui sont très bien adaptés à leur vie à la rue. Alors, on pourra reparler des méthodes d'éducation des chiens de la rue qui sont pas toujours tip-top et qu'on peut parfois critiquer un petit peu. Mais globalement, ces animaux qui sont nés dans la rue, on va leur imposer du jour au lendemain un changement où elles vont passer en hébergement entre 4 murs avec un propriétaire qui va des fois s'absenter pour refaire des démarches administratives, essayer de retrouver du travail. Et donc souvent, c'est la première fois qu'elles sont séparées de leur propriétaire, c'est la première fois qu'elles sont en intérieur et ces animaux-là, ils ne comprennent pas. Donc leur méthode de dire qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'ils vont détruire, qu'ils vont aboyer toute la journée, etc. Et donc on a des troubles du comportement qui apparaissent, qui peuvent quand même poser des soucis pour la réinsertion du propriétaire, parce que lorsqu'un bailleur ou lorsqu'un centre d'hébergement accepte de recevoir une personne accompagnée de son chien, si la première semaine le chien il ravage l'appartement, qu'il répare un petit peu comme ils peuvent, et puis la semaine d'après le chien il refait ça, ça pose des questions sur le maintien de la personne dans l'hébergement. Donc du coup nous on met en place de l'accompagnement où on fait intervenir justement des éducateurs canins ou des vétérinaires comportementalistes qui accompagnent ces situations-là pendant 2, 3, 4, 5 mois, histoire de s'assurer que l'animal ne devienne pas un frein et ne devienne pas un motif d'échec d'insertion du propriétaire. Ok. Voilà un petit peu. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. On travaille principalement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc vraiment de Clermont à Lyon, Grenoble,
Grenoble, Saint-Étienne, Valence, Haute-Savoie, Ardèche. Donc voilà, on commence à être bien établi sur la région. Aujourd'hui, il y a 3 salariés dans l'association. Voilà, on travaille avec 3 ou 4 éducateurs canins en plus en prestataire. On a une trentaine de vétérinaires qui sont bénévoles de l'association. Et puis voilà, on commence à s'étendre un petit peu au-delà de la région. On accompagne en ce moment une structure en région parisienne, une structure sur Aix-en-Provence. On va travailler avec un bailleur social sur Marseille. Donc voilà, ça commence à s'étendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a un gros manque sur ces questions-là. Donc on a de la chance de pouvoir profiter de ça pour bien se développer. C'est clair. Et tu as monté ça tout seul, du coup, il y a 2 ans ? J'ai monté ça plus ou moins seul. Non, c'est une association. Donc on était 4 à la base, 3 vétérinaires. Donc Catherine Escriou, qui est enseignante en médecine des comportements à l'école vétérinaire de Lyon, Fred Gobina, qui est aujourd'hui le président de l'association et qui a été vétérinaire urgentiste sur Lyon et qui aujourd'hui travaille au centre antipoison vétérinaire, et moi, et puis une éthologue, Charlotte Nivelet, qui avait travaillé pendant plusieurs années sur l'ouverture d'un centre d'hébergement à Reims dédié aux propriétaires SDF et leurs animaux. Voilà, avec pas mal d'expérience. On a été rejoint dans l'aventure par Marine Cadenne, qui est responsable de l'association Entourage, donc avec un volet un peu plus social. Et puis, du coup, on a monté ça ensemble. Voilà. L'association a été créée officiellement le 9 juin 2020. C'est des questions, moi, qui m'interrogent depuis longtemps parce que dès mon entrée en école vétérinaire, en 2014, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce public-là. D'accord. J'avais monté une première association, j'avais aidé à remonter une première association qui s'appelait le Dispensaire vétérinaire étudiant de Lyon. C'était une association d'étudiants vétérinaires dont l'objectif était de fournir des soins vétérinaires gratuits aux animaux de personnes SDF. Et à la base, donc, j'avais monté ça, je disais, j'étais pas du tout chien ma première année, j'avais vraiment monté ça dans le but de me dire, c'est chouette. Le parcours un petit peu quand on rentre à l'école vétérinaire, c'est qu'on est très content parce qu'on vient de passer 2 ans horribles en classe préparatoire où on fait que bosser non-stop. Et puis on rentre à l'école vétérinaire et là on nous apprend que pendant les 2,5 premières années sur 5, on voit pas un animal, on touche pas un animal, on fait que de la théorie. Donc c'est un petit peu la douche froide et je me suis dit, en recréant cette association-là, ça me donnera le motif d'aller voir des animaux, faire des consultations avant ma 3e année. Et donc c'était un petit peu de façon égoïste, entre guillemets, que j'avais remonté cette association avec un petit groupe d'étudiants à l'époque. Ça a été un travail de longue haleine parce qu'au niveau de l'école vétérinaire, c'était un peu compliqué d'un point de vue administratif, convention, etc. au début. On a passé 1 an quasiment à faire que des démarches administratives. En février 2016, on a pu faire notre première intervention dans un CARU, d'un centre d'addicto de réduction des risques pour usagers de drogue. Et là, pour le coup, ça a été un peu la révélation. J'ai adoré le public, j'ai adoré l'approche sociale qu'on avait à travers le métier vétérinaire. Je retrouvais beaucoup le côté humain dont je parlais au début du podcast. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pris de plus en plus de temps de travailler dans cette association. Donc en 2018, j'ai décidé de prendre une année de césure pour pouvoir m'y consacrer pendant 1 an à temps plein. Au milieu de mon cursus véto qui durait déjà 7 ans, j'ai fait une pause d'1 an pour pouvoir m'occuper que des chiens de SDF de la métropole. Et puis, en sortant de l'école vétérinaire, j'avais vraiment cette idée de me dire, j'ai envie de continuer sur ce public-là, j'ai envie de pousser un petit peu la question, de continuer à travailler avec eux parce que c'est l'approche sociale que je voulais dans mon métier. Et d'un autre côté, je partais avec ce constat aussi un petit peu qui était de se dire, cette association étudiante, c'était chouette, c'était vraiment une super expérience et puis ça permet de confronter aussi beaucoup d'étudiants vétérinaires qui sont pas forcément proches du monde social et du monde du sans-abrisme aussi. Parce que aujourd'hui, la profession vétérinaire, les étudiants vétérinaires, c'est pour 80% des gens de région parisienne qui ont plutôt pas trop de problèmes d'argent, on va dire. Et donc, c'était chouette, mais ça répondait pas à toutes les questions. Et notamment, dans les structures sociales, le fait d'apporter des soins vétérinaires, c'était nécessaire, mais pas suffisant pour convaincre des structures qui n'acceptaient pas les chiens de se mettre à accueillir des propriétaires d'animaux. Globalement, si aujourd'hui les centres d'hébergement n'acceptent pas les personnes SDF avec leurs chiens, c'est pas parce que les chiens sont pas vaccinés. Et donc, du coup, je me suis dit, comment on peut continuer à répondre aux questions, comment on peut lever ces freins que se posent les structures sociales. Et c'est là où on a développé nos 2 autres axes, qui étaient le comportement et la formation. Ok. C'est hyper intéressant et bravo pour tous ces projets parce qu'effectivement, je trouve que on entend très peu parler de ces problématiques-là, malheureusement. Et c'est vrai que souvent, on a dans la tête qu'avoir un chien, ça coûte cher et donc c'est réservé à certaines classes, etc. Alors que oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais ça peut aussi être
très aidant pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens et pour autant ils méritent d'être accompagnés eux aussi. Peut-être encore plus que d'autres. Ben ouais, parce que finalement, l'amour qu'on porte à un animal, c'est une phrase que je dis souvent, mais l'amour qu'on porte à un animal, elle n'est pas dépendante de la taille de son portefeuille. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont à la rue, qui sont amoureuses de leur chien, qui s'en occupent très bien, ils nourrissent leur chien avant de se nourrir eux-mêmes. Les animaux sont souvent trop gros, d'ailleurs, ceux que je vois dans la rue, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'à côté de ça, on a des mecs qui crèvent de faim et qui sont tout maigres et autres. On voit aussi beaucoup de personnes âgées qui choisissent de prendre un chien parce que finalement, c'est le dernier lien social qu'elles ont, ils sont isolés, et avoir un chien, ça permet de sortir un petit peu tous les jours, de faire son petit tour, de discuter avec les autres propriétaires de chiens, etc. On voit beaucoup de personnes avec des troubles psy qui décident de prendre un chien aussi, ou un chat, ou un animal, parce que ça les aide à se calmer, etc. Et pour moi, c'est pas des choses qu'on doit réfréner en disant attention, mais... Parce qu'on pourrait dire la même chose sur les personnes âgées, et pourtant aujourd'hui personne ne dit non, faut pas que les vieux prennent des chiens parce que quand ils vont mourir, les pauvres chiens ils vont être abandonnés. En fait, c'est des choses qu'on doit accompagner, et on doit trouver des solutions pour accompagner ça. Mais au contraire, je trouve que la présence animale, elle a des vertus qui peuvent être formidables sur ces publics-là, et donc justement, l'idée, c'est de voir comment on peut profiter de ces vertus-là en apportant des solutions pour pas, justement, qu'on se retrouve avec des chiens abandonnés à la fin, pour pas qu'on se retrouve avec des personnes complètement dépassées, et pour pas qu'on se retrouve avec des populations de chiens énormes dans les rues de Lyon, parce que derrière, aucun centre d'hébergement accepte de les recevoir. Je trouve que c'est fort d'en parler, et je trouve ça vraiment, vraiment louable, en fait, d'aborder ces sujets-là, parce que voilà, c'est un peu les... Je sais pas si on peut dire que c'est tabou, mais en tout cas, c'est des sujets qui concernent pas forcément tout le monde et dont on sent pas forcément... Et pourtant, tu vois, depuis quelques années, la médiation animale, elle s'est énormément développée. Et aujourd'hui, t'as personne qui est contre la médiation animale. Pour tout le monde, c'est un truc acquis. C'est évident que ça marche. C'est évident qu'il faut mettre ça en place dans toutes les maisons de retraite, dans tous les centres de personnes handicapées, etc. Parce que l'animal, il apporte énormément de choses. Et à côté de ça, tu vois, c'est des choses qu'on n'a pas du tout développées sur les publics en réinsertion. Et aujourd'hui, nous, avec Solivette, on porte cette idée qu'on peut développer, comme on a de la thérapie assistée par l'animal, comme on a de l'éducation assistée par l'animal, on peut développer de la réinsertion assistée par l'animal, avec l'animal vraiment comme un vecteur de réinsertion, un médiateur du travail social. Et nous, c'est ce qu'on présente aux structures sociales en leur disant « Ok, certes, le chien va poser quelques problèmes, c'est sûr, il va y avoir des problématiques qui vont lier au chien parce qu'il y a un jour le mec qui va se rendre compte qu'il a oublié de racheter des croquettes et qu'il n'en a pas et qu'il n'a pas de sous pour en racheter et qu'il va falloir se débrouiller comme ça, un petit peu improviser pour trouver un truc, parce qu'il y a un jour où le gars il va partir 24 heures et puis on ne saura pas ce qu'il a fait du chien, si le chien est dans l'appart ou pas, tout le monde va se poser une question, ou bien au contraire parce que le gars il va... trop content d'avoir retrouvé un toit, ne pas sortir de chez lui et donc oublier de sortir son chien, etc. Et il inflige à l'animal un petit peu ce qu'il s'inflige à lui-même. Et donc, ouais, c'est des choses qu'il faut accompagner. Mais pour autant, l'animal, il peut être tellement important pour faire parler du parcours de vie de la personne, pour faire parler de ses expériences, pour faire parler de son passé, parce que finalement, on a tous un passé avec l'animal de compagnie. Je pense que tu commences tes podcasts comme ça et c'est pas pour rien que tu commences par quelle histoire vous avez eu avec les chiens quand vous étiez petit, parce que tout le monde a des anecdotes là-dessus, tout le monde a des histoires à raconter là-dessus. Et en fait, ça permet de créer du lien avec les personnes, ça permet de créer un lien de confiance, ça permet d'ouvrir la discussion, de créer du sourire, etc. Et en fait, juste pour ça, c'est des choses qui sont tellement difficiles à avoir dans le travail social que juste pour ça, l'animal, il devrait être de partout. En tout cas, pour tous ceux qui le souhaitent. Ouais. Non, c'est très chouette. On va passer à la partie conseil, si tu veux bien. Alors, j'aimerais bien poser quand même une question qui concerne Solivette. Admettons, peut-être une structure sociale nous écouterait ce podcast ou quelqu'un qui se sentirait en tout cas concerné par ce projet-là. Comment il peut envisager de travailler avec Solivette ? Comment il peut vous contacter d'ailleurs ? Il peut nous contacter donc soit directement sur le site internet solivette.org, soit par la page Facebook, soit par mail. Voilà, mais peut nous contacter directement. On discute avec eux généralement de où est-ce qu'ils en sont du projet, de si c'est déjà en place, comment c'est fait. Et puis à partir de là, on voit un petit peu comment on peut les accompagner. L'idée, c'est de se dire que nous, à Solivette, on ne vend pas une offre sur le catalogue, on ne vend pas quelque chose de tout prêt. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux structures sociales, parce que dans les structures qu'on accompagne, on a des structures qui accueillent des propriétaires d'animaux depuis 10 ans, et puis on en a qui n'en accueillent pas encore, et se posent la question et se demandent comment
dans leur configuration, avec extérieur, sans extérieur, avec des chambres seules ou des chambres à plusieurs, etc. Comment on peut imaginer finalement accueillir ces propriétaires. Et ça, c'est aussi des choses qu'on travaille avec les structures, que ce soit une structure qui soit un petit peu attirante aussi pour les propriétaires, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, si on se met à accueillir le chien, mais que le chien il dort dans le fond du jardin, dans un chenil, et que le chenil c'est juste une vieille cage toute vide, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont pas les utiliser, ou bien ne pas se rendre vers cette structure-là, et donc on va se dire, finalement, on voit plein de gens à la rue avec des chiens, mais on a très peu de demandes pour rentrer en structure de ces personnes-là. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de s'adapter vraiment, donc nous contacter, et puis on fait un truc sur mesure un petit peu pour les structures. Et encore une fois, Solibet est une association, donc vous ne vendez pas une prestation comme ça, j'imagine. Alors, comment se passe le modèle économique de cette association ? Ouais. Alors, on est effectivement association, donc on a une partie de subvention qui nous permet d'avoir des prix très très bas sur beaucoup d'activités. On fait notamment tous les soins vétérinaires totalement gratuitement, que ce soit pour les personnes ou pour les structures sociales. Sur la partie formation, on est organisme de formation professionnelle. On dispose de l'agrément Calliope, donc nos formations sont prises en charge par les OPCO. Donc ça rentre directement dans les plans de formation des structures, et puis elles n'ont pas à débourser un seul centime, et c'est financé. Et sur les accompagnements comportementaux, là, c'est vrai qu'on facture aux structures sociales. On leur dit toujours que finalement, faire venir un éducateur canin 4-5 fois, ça leur coûtera toujours moins cher que d'avoir à refaire l'appartement parce que le chien a bouffé les plaintes, parce que le chien a mangé un mur, parce que le chien a gratté le sol, etc. Et donc on est vraiment sur des gammes de prix qui sont de l'ordre de quelques centaines d'euros, qui sont accessibles pour des structures sociales, ou en tout cas qu'on essaye de rendre le plus accessible pour des structures sociales, parce que ça rentre dans l'accompagnement du propriétaire. Il faut vraiment voir ça comme faisant partie intégrante de son accompagnement. Ok. Et du coup, ma deuxième question conseil, elle concerne plutôt ton métier de vétérinaire. C'est une question, je pense, qu'on se pose tous à un moment donné quand un chien arrive, et qu'on me pose souvent aussi. C'est comment on choisit son vétérinaire. C'est quoi les critères, selon toi, d'un bon vétérinaire ? Tous les vétérinaires sont bons. On est une petite profession, tout le monde est bon, tout le monde est... En termes de compétences, en tout cas, beaucoup de gens sont très très bien. Après, je pense que ça se passe beaucoup par l'humain, par quel feeling on a, et ça, malheureusement, sans aller le rencontrer, c'est difficile. Donc souvent, ça demande que les premiers temps, on y aille, on voit comment ça se passe, etc. Il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est le temps de consultation, je pense, des premiers rendez-vous, notamment lorsque c'est votre tout premier rendez-vous d'un chiot, son premier vaccin, etc. Si le vétérinaire bloque un quart d'heure dans son agenda, on peut déjà se dire ça risque d'être un peu chaud, il va faire son vaccin et puis nous laisser partir, et puis on n'aura pas le temps de discuter alimentation, on n'aura pas le temps de discuter comportement, on n'aura pas le temps de discuter traitement antiparasitaire, on n'aura pas le temps de discuter mode de vie du chien, etc., de plein de choses. Donc, nous, je sais qu'à la clinique à Oulin, par exemple, on a tendance, sur les premiers rendez-vous de chiot, à bloquer directement 40 minutes. Et donc, c'est long pour un vaccin, mais en même temps, ça permet surtout au propriétaire de poser toutes les questions qu'il a. Et à nous, ça nous permet de balayer pas mal de points. Voilà, donc ça peut être un critère. Après, en termes de comportement, moi, je recommanderais d'aller vers des vétérinaires plutôt éthologues, mais c'est difficile à trouver. Ouais. Et puis après, il y a des très bons vétérinaires zoopsy aussi, donc je ne peux pas non plus cracher dans la soupe en disant qu'ils sont moins compétents, parce que c'est pas vrai. Il y a des super vétérinaires aussi de ce côté-là. Donc voilà, après, je pense que ça passe beaucoup par l'humain. Et puis voir un petit peu comment il se comporte avec le chien. Je pense que si sur le premier rendez-vous, le vétérinaire il prend le chien par la peau du cou en le mettant en alfarol sur le dos, et en faisant des tests de soumission forcée, et voir si le chien il se soumet ou pas, je pense que là on peut directement avoir une petite lumière rouge qui s'allume dans la tête. Et malheureusement, je sais que c'est des choses qui se pratiquent encore dans le monde vétérinaire par certains vieux vétérinaires. Donc Oui, et pas que, mais je pense que c'est aussi propre au monde professionnel qui entoure l'animal. C'est pas que les vétérinaires, là, pour le coup, parce que moi, je sais que j'ai cherché des ostéos et j'ai mis très longtemps avant de trouver un ostéopathe quand Charlie a eu son accident cet été. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai pu entendre des trucs assez choquants de gens qui n'étaient pas spécialement très avancés dans l'âge. Ouais, bien sûr, et puis ça dépend des expériences qu'on a eues aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont vétérinaires qui ont utilisé des colliers électriques sur leur chien parce qu'il fuyait, parce qu'il aboyait, etc. Et ça a marché. Et donc derrière, c'est des vétérinaires qui vont conseiller ça aux chiens. Et en fait, c'est pas qu'ils veulent mal faire ou qu'ils veulent... Voilà, c'est simplement que finalement, quand on se renseigne pas, on a tellement de choses à savoir. À côté de ça, c'est des super vétérinaires sur d'autres points. Ouais. Mais il y a tellement de choses à
à connaître dans le monde vétérinaire qu'on ne peut pas être expert de partout. Et donc, finalement, ça donne un il y a melting tout. pot Mais de tout c'est comme chez les éduques, c'est comme chez les comportementalistes, c'est comme chez les ostéos. Et comme tu disais, hein, il y a des bons et des moins bons de partout. Et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile de trouver les bons, mais que c'est d'autant plus précieux quand on en trouve un. C'est clair, il faut les garder. Exactement. Bon, je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de finalement avoir un chien, de créer Solivette, de devenir vétérinaire? Qu'est-ce que ça t'apprend au quotidien d'être à leur contact? Moi, je pense que ça a changé ma vie déjà, parce que si j'avais pas eu de chien, j'aurais été vétérinaire classique dans une ville. Et puis voilà, si j'avais pas créé Solivette, j'aurais jamais rencontré le public sans domicile fixe, et donc j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Donc je pense que ça a vraiment changé ma vie. Professionnel et personnel, du coup, parce que forcément, quand on monte une structure, quand on cumule deux travails, qu'on alterne un avec les personnes sans domicile fixe, un en cabinet vétérinaire, finalement, sa vie, c'est un peu son travail. Ça doit être très riche, humainement parlant, de côtoyer autant de diversité. Très riche, très très riche, un peu trop riche des fois, parce que c'est pas toujours simple que ce soit... d'être confronté au public sans domicile fixe toute la journée, c'est des fois dur. On se pose des questions. Quand moi je rentre le soir chez moi au chaud et que je mange un bon petit plat et tout, je me dis mince, en fait, voilà, c'est pas vraiment juste. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. J'y peux pas grand-chose. Alors je fais ma part. Et puis après, l'idée, c'est de se dire que c'est aussi en train de changer. Et pour moi, c'est en train de changer dans le bon sens. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et je suis assez optimiste pour la suite, j'espère en tout cas. Mais je pense que ça a changé ma vision du monde déjà, parce que j'ai eu cette ouverture d'esprit-là, j'ai cette diversité de personnes, comme tu disais, au quotidien, etc. Et c'est incroyable. Ça m'a énormément appris sur le côté social, et aussi bien sur le monde social, mais qui à la limite sont plus des connaissances, que sur moi, mon côté social à moi et humain. Et donc du coup, le fait d'avoir créé Solivette, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise en clinique pour discuter avec les clients, pour parler de leurs animaux, faire parler aussi de leur vie, parce que du coup, beaucoup de gens qui nous racontent leur vie, hein. Comme je disais, on soigne les deux côtés de la laisse, et donc souvent, quand le chien a un problème, en fait, on se rend compte que la personne, elle a aussi, surtout sur les problèmes de comportement, elle a aussi des difficultés qui font que ce chien a un problème là, et donc on se retrouve un peu à gérer les deux. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça depuis que je travaille sur un public précaire. Voilà. Et puis, alors avoir Junkie, ça a été la meilleure expérience de ma vie, et je suis d'ailleurs pas sûr de reprendre un chien après, parce que je me dis, il a été tellement parfait, ce petit chien, il est tellement parfait, ce petit chien d'ailleurs, que je pense ce sera dur. Après, si je reprends un autre chien, il souffrira toujours de l'effet de comparaison avec Junkie, qui est le chien parfait que je peux amener de partout, qui est calme de partout, qui a l'habitude d'être au milieu de la foule, comme d'être tout seul toute une journée avec moi, et puis ça se passe très bien dans tous les cas. Voilà. Et au moment où on se parle, il est gentiment couché juste à côté de moi. Ah oui, ça y est, j'ai réveillé la bête. Pardon le loup. Bon, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Ouais, 2 livres qui ont peut-être déjà été cités dans le podcast parce qu'ils ne sont pas très originaux. Le comportement de mon chien, de Charlotte Duranton, et Les signaux d'apaisement, de Frédéric, qui sont pour moi la base du comportement. Je trouve qu'ils sont hyper pertinents, hyper bien. Après, il y a plein de ressources. En fait, l'idée, c'est vraiment de multiplier les sources d'informations, même celles qui nous semblent pas très fiables et pas très justes, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, parce qu'en fait, je suis vraiment persuadé qu'il y a des choses bonnes de tous les côtés et des choses à apprendre de tous les côtés. Donc voilà, je dirais à ceux qui ont envie d'aller plus loin, surtout de creuser le maximum d'informations. De rester ouvert. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Sur le site internet solivette.org, ou bien sur nos réseaux sociaux, donc Solivette sur Facebook, Instagram, Twitter, on est très peu actifs, mais Facebook et Instagram principalement, et LinkedIn. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup Théo pour cette discussion passionnante. Merci à toi. Merci, salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous
et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @solivette_fr et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!